Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans l'épisode suivant, votre émission dédiée au streaming et aux séries sur Tech Co. Une émission spéciale aujourd'hui pour fêter les 20 ans de la fin d'une série culte, peut-être la série la plus culte, Friends, évidemment. Les 6 amis du Central Perk se sont arrêtés en mai 2004, ils avaient commencé en 94, donc c'est aussi quelque part les 30 ans du début. Qu'est-ce que Friends a changé à la télé? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Eh ben moi, j'ai pas du tout la réponse à ces questions. Je vais vous le dire très honnêtement, puisque je fais partie de ces gens qui n'ont pas vu Friends. Et oui, il y en a. Nous sommes nombreux, même si on ne veut pas nous entendre. Voilà, j'ai vu quelques épisodes, comme tout le monde à la télé française, rentrant du collège ou du lycée à l'époque, doublé en français sur W9 bien souvent, dans le désordre absolu, je comprenais rien. Donc, pour compenser, j'ai des invités qui sont bien plus spécialistes que moi, qui ont vu Friends, certains plusieurs fois même. Qui sont bien plus calés que moi et qui vont répondre à toutes ces questions. On va commencer avec Charles Martin, journaliste pour Première. Salut Charles. Salut Clément. Première qui consacre justement un numéro hors série à Friends. Il est en kiosque en ce moment. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais donc Friends, toi tu as vu, revu. C'est ma spécialité. Combien de fois tu l'as vu? L'intégrale de Friends, les 236 épisodes, je sais pas, peut-être 10 fois. Ça fait beaucoup. C'est 10 fois plus que moi. À ta gauche, Carla Loridan. Salut. Salut Clément. Carla, j'en ai ce service Culture People de bfmtv.com. C'est ça. Grande fan de Friends. Ah ouais, moi j'adore, c'est vraiment ma série réconfort, celle que j'aime bien regarder. On va en parler, c'est un des points forts de Friends, paraît-il, pour ceux qui l'ont vu. Un doudou. Et exceptionnellement, on a poussé les murs, on a rajouté une chaise dans ce studio pour faire de la place à Nora Boisoni. Salut Nora. Bonjour. Nora, présidente de l'association des critiques de séries. Forcément, tu ne pouvais pas rater une émission sur Friends. Je ne peux pas, je suis vieille, donc j'aime Friends. C'est contractuel, tu devais être là. Merci à tous les trois d'être là. Que retenir de Friends 20 ans après la fin? C'est notre débat de la semaine. Ça fait donc 20 ans qu'ils ont fermé la porte de leur appartement, 20 ans que le Central Perk n'accueille plus les 6 amis de Friends, 20 ans que les histoires de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross, j'ai eu bon pour les prénoms, pas oublié, c'est bon, sont terminées, et 30 ans, donc je disais qu'elles ont commencé, puisque Friends a occupé les écrans TV quand même de 94 à 2004, ça remonte, mais ça a été 10 ans, c'est beaucoup quand même pour une série. Et c'est peut-être encore aujourd'hui la série la plus connue dans le monde, avec des références de partout. C'est devenu des mèmes à foison sur Internet. Tout le monde, même moi, c'est vous dire, a vu quand même au moins un épisode une fois dans sa vie. J'ai commencé par une question un peu rétro. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où vous avez découvert Friends tous les trois? Est-ce que c'était à l'époque de la diffusion, après? Qu'est-ce que vous faisiez? C'était quoi le contexte, peut-être, Carla? Alors moi j'ai découvert bien après la diffusion, puisque au moment où c'était diffusé en France, je n'étais pas née. et du coup j'ai découvert, pendant le confinement. Ok. Sur Netflix, donc après des conseils, tous mes potes me disaient faut absolument que tu regardes Friends, c'est une série géniale, etc. Mais en fait, moi, ce qui me rebutait un peu, c'est la longueur de la série. C'est vrai Et que je me 10 disais, saisons, faut se replonger dedans, faut avoir du temps. Et ben, ça tombe bien parce que pendant le confinement, j'en avais plein. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et du coup, je l'ai regardée pendant le confinement et j'ai dévoré la série d'une traite. Et du coup, je la regarde de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment. C'est vrai qu'il y a eu un plongé petit dans l'univers. revival de Friends pendant le confinement. Ça fait partie des séries que les gens avaient besoin de voir ou de revoir. Nora, toi, tu l'as découvert quand? La diff française sur France 2, il me semble, c'était France 2 à une époque Alors, où Friends. moi, je sais pas si tu te souviens de ça, mais Friends a été diffusé en France en 97, en prime time un soir. Ils ont fait une émission spéciale sitcom où, où ils ont balancé les 2 épisodes du Super Bowl, donc celui où il y a Julia Roberts et Jean-Claude Van Damme. Ouais. Moi, je me souviens, j'avais 14 ans, j'ai regardé ça parce que ça parlait déjà un peu de Friends, du buzz. On est en 97, donc c'est déjà 3 ans après la diff américaine. Et j'avais mis ça chez moi pour voir un peu à quoi ça ressemblait. J'avais trouvé ça catastrophique parce que c'était de la VF, parce que je comprenais pas les vannes, parce que je connaissais pas les personnages. C'était diffusé, c'est la moitié de la saison 2 qui était balancée à l'arrache. Et j'y suis retourné bien après quand même. Moi, j'avais adoré la VF. Pour le coup, j'ai découvert en revanche la VO lors d'un voyage, un échange en Angleterre, et on prenait le bus avec l'école. Ouais. Et il y avait un copain qui avait amené une VHS. Et oui, les jeunes qui regardent l'émission ne savent pas de quoi on parle, mais il avait amené une VHS. Et donc, dans la toute petite télé de Du l'autocar, Ouais. il avait mis Friends en VO. Et en fait, je me suis rendu compte que plein de gens des classes de mon collège, je crois que c'était au collège, avaient, donc je sais plus si c'est sur Jimmy ou Série Club qu'elle était diffusée en Jimmy, VO Canal Jimmy sur en Jimmy. Ouais. Et moi, j'avais jamais vu. Donc, je découvrais à ce moment-là les voix des personnages. J'adorais l'anglais, ça tombait bien, mais du coup, c'était la première fois. Donc, j'avais vu
les épisodes en VF. Là, j'ai découvert la VO. Et moi, j'ai adoré dès le début, en fait. Alors, on va se pencher un petit peu dans cette série Friends complètement culte. Est-ce que ça a été culte dès le début, Charles? Est-ce que ça a été un phénomène d'entrée? Alors culte, non, parce que ça peut pas être culte pour sa première saison, mais ça a été un phénomène très très vite. Friends, le premier épisode, c'est 21 millions de téléspectateurs aux États-Unis, ce qui était déjà, alors, à l'époque, c'était pas des chiffres non plus surdimensionnés comme ça Ouais. pourrait l'être aujourd'hui. C'était déjà une très belle audience. Les critiques étaient excellentes. Il y a eu quelques grincheux qui disaient, voilà, donc Friends, c'est les créateurs de Dream On à l'origine et qui aimaient une série qui était moyennement appréciée, Dream On, et donc disaient, voilà, les créateurs de Dream On reviennent avec une série avec des amis un peu relous. Mais sinon, la plupart des critiques ont trouvé ça vraiment chouette. Et les gens sont très vite accrochés au personnage. Et la fin de saison, c'est 30 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Donc c'est déjà plus 10 millions de téléspectateurs, ce qui était pour le coup un jump énorme pour eux, quoi. Ce qui a été la rampe de lancement après pour des saisons qui sont devenues de plus en plus populaires. Il y en a eu 10 en tout des saisons. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette longévité? Qu'est-ce qui fait que pendant 10 ans, on s'est attaché à finalement une bande d'amis assez, pas banale, mais en tout cas qui n'avait rien d'extraordinaire sur le papier? Bah, déjà, il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas autant de séries qu'aujourd'hui. c'est vrai. Donc, il n'y a pas un choix. C'est le premier truc, je pense, à rappeler. Il n'y a sûr. pas un choix énormissime. Les diffusions sont linéaires. Les gens se retrouvent dans leur calepin. Il y a écrit tel soir, je dois être devant. On en parle. C'est les séries watercooler, comme on dit. Les séries, c'est-à-dire machine à café. Tout le monde en parle dans le machine à café. Même si c'est pas un drame, c'est une comédie, on a quand même. On parie sur ce qui va se passer. On fait des pronos. Ah, tu penses qu'il va finir machin? Bien Est-ce que sûr. Ross et Rachel? Est-ce que Chandler Bah, et Ross et Monica? Rachel, ça a fait C'était parler pendant. tout le monde était tenu en haleine sur leur histoire, même quand Chandler et Monica se sont mis ensemble de façon secrète. Enfin, il y a vraiment, il y a ça, et puis il y a tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'on a une bande d'amis, on s'identifie, mais comme Sex and the City, on est obligé de se dire, moi je suis plutôt Phoebe, moi je suis plutôt un peu Chandler, Bien moi je sûr. suis plutôt Monica, etc. On a les épisodes spéciaux, Thanksgiving, les épisodes de Noël, on a les épisodes ailleurs, on délocalise, on a à la fois ces environnements avec ces deux appartements qui se font face dans le palier, où c'est des environnements un peu doudous, on s'y retrouve, on a les portes qui claquent, enfin. Il y a de la slapstick comédie, c'est vraiment tous les ingrédients d'une série qui fait que ça dure. Et ça dure aussi parce qu'il n'y avait rien d'autre à regarder, donc les gens étaient devant, quoi. Et puis je crois aussi que ce qu'on dit pas suffisamment, c'est que Friends, c'est drôle. C'est-à-dire que c'est vraiment bien écrit. C'est bourré de vannes super drôles. Les auteurs de Friends ont fait un boulot remarquable dans l'écriture. Les répliques des personnages sont hyper bien écrites. On souligne pas suffisamment l'importance de l'écriture dans les séries, notamment dans les sitcoms. Les sitcoms qui tombent à plat avec des vannes lourdingues, etc., c'est regardable et ça ne Ouais. dure jamais dans le temps. Celle-là, elle résiste parce qu'elle est très bien écrite à la base. Justement, toi qui l'as vu après, est-ce que justement il n'y a pas ce côté machine à café où on en discute, il faut absolument avoir vu le dernier épisode et tout? Est-ce que ça marche quand même de voir ces 10 saisons d'un coup aujourd'hui? Bah, honnêtement, oui, parce que je trouve que même si Friends date des années 90, il y a un peu ce truc intemporel de la série. Bah voilà, c'est une bande de potes. Ça, c'est valable dans les années 90, dans les années 2000 et aujourd'hui. C'est aussi des intrigues qui sont assez universelles. Voilà, c'est des relations, des histoires d'amour, des histoires entre amis, etc. Et du coup, bah, même si je ne l'ai pas connu à ses débuts, bah, je peux quand même en parler avec des potes qui l'ont vu et savoir un peu quel impact ça a eu sur eux. Et il y a aussi ce côté d'identification au personnage qui est valable à toutes les époques aussi. Même moi qui du coup l'ai vu bien plus tard, je savais m'identifier à tel ou tel personnage ou alors à identifier telle ou telle intrigue par rapport à ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Il y a un côté effectivement intemporel, vous l'avez tous mentionné aussi, qui est peut-être aussi dû au lieu, puisque c'est une série qui n'est donc pas tournée du tout en extérieur. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le côté les voitures qui paraissent datées ou des chaînes qui n'existent plus, des marques qui n'existent plus. C'est principalement deux lieux, on va dire Friends, c'est les appartements dont tu parlais, des colocs, et puis ce Central Perk, le café avec ce canapé mythique, assez improbable, Ouais. qui est au milieu de ce bar, qui est toujours pour eux d'ailleurs, c'est toujours eux qui sont assis là. Alors, je crois qu'il y a une petite anecdote comme quoi il y a un petit écriteau réservé qu'on ne Voilà, voit pas, qui mais ils ont existe, réservé à qui vie qui peut-être apparaît sur les le épisodes. canapé. Dans quelle mesure est-ce que ces deux lieux, cet appartement aux murs violets qui sont par ailleurs très improbables, Mmh. et ce canapé, ce café ont contribué selon vous peut-être à rendre cette série intemporelle et quelque part mythique aussi? Bah, c'est des décors qui sont devenus iconiques avec le temps. Au départ, ils avaient rien d'exceptionnel, ces Ouais. décors-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu dis, ils font partie de la série. C'est des marqueurs pop culturels très importants. Tu vois, il y a un truc qui s'appelle Friends The Experience qui a été créé depuis une dizaine d'années, où les fans peuvent aller se retrouver, se prendre en photo dans des lieux recréés de Friends un peu partout dans le monde. Et ça marche super bien. C'est quand même bien la preuve que ces décors-là sont effectivement intimement liés à la série. J'ai souvenir d'une Comic Con à Paris où ils avaient mis le canapé qui n'était Ouais. même pas dans un contexte de café, il y avait juste, je crois, le canapé avec le logo au-dessus.
Et les gens, y compris des jeunes qui avaient 14-15 ans, qui n'étaient pas du tout la génération Friends, faisaient la queue pendant 1 heure pour faire juste une photo, juste ils passaient, ils faisaient leur photo, ils allaient récupérer derrière. Et j'avais trouvé ça absurde quelque part. Je disais, mais c'est un canapé, quoi. C'est la force des séries qui durent et des séries intemporelles, intergénérationnelles, transgénérationnelles, qui sont très facilement identifiables à un mot. On parle du mot pivot. Je veux dire, tous les gens qui ont vu Friends savent de quoi on parle. Le canapé, il est iconique, tout comme le trône de Game of Thrones est iconique, tout comme des silhouettes de personnages. C'est ça la force. Disney, c'est ça qui est très chouette avec Disney. On voit les silhouettes des persos, on les reconnaît tout de suite. Le canapé de Friends, c'est ça. Le logo de Friends, c'est ça. La musique de Friends, le générique quand même. Je veux dire, c'est un générique que tous les gens qui n'ont pas vu la série connaissent quand même. Cette chanson, elle est associée à jamais, à tout jamais, à cette série. Sur les lieux, c'est ce qui fait aussi la force des soaps et des sitcoms. C'est des unités de lieux qui sont très restreintes. Parfois, on va voir le métier de Rachel, le métier de Monica. On les voit au resto quand même assez régulièrement. Donc, on n'est pas en vase clos total. La bande, elle l'est. Mais ils sont pas en vase clos, donc c'est aussi un moyen, comme tu disais, de s'identifier et de se dire, moi j'aurais fait quoi à leur place, et de les voir un peu interagir avec d'autres gens, parce que c'est une bande qui reste quand même, malgré les amoureux, amoureuses qui viennent, la famille qui vient aussi, etc. Ça reste en vase clos. Ils ont du mal à accepter d'autres personnes. La preuve, ils finissent tous ensemble, quasiment. Chandler et Monica sont quand même les deux couples iconiques. C'est Rachel Ross, donc ils restent quand même ensemble. C'est un peu consanguin, leur cercle d'amis. Mais heureusement qu'on s'éloigne un petit peu de ces appartements et tout pour voir autre chose. Et t'as Mike à la fin qui arrive et qui essaye de faire partie de la bande, mais même lui est pas là dans la dernière scène et c'est volontaire. Enfin, tu vois, il est quand même mis à l'écart du truc. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Friends dans la télé? C'est une sitcom, donc c'est quand même un format qui existait avant, qui a existé après. Est-ce que malgré tout, c'est une série qui a changé des choses dans la façon de faire Alors, les séries ou... Moi, j'ai plutôt envie de dire non. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait un avant et un après Friends. Je pense que Friends, c'est un marqueur culturel parce que la série était très réussie. Dans le magazine, on pose la question aux créateurs, on leur demande pourquoi est-ce que il y a une telle longévité. Même eux savent pas vraiment répondre. Il y a une espèce de côté magique qui est parfaitement inexplicable. Après, des sitcoms très populaires, il y en a eu avant Friends. Avant Friends, il y a Seinfeld, qui est encore plus prégnante aux États-Unis que l'a été Friends finalement. Et après Friends, il y a eu d'autres sitcoms hyper populaires comme Big Bang Theory, etc., qui faisaient des audiences démentielles. Je suis pas sûr que Friends ait bouleversé la sitcom, d'autant que dans sa forme, il n'y a rien d'exceptionnel dans Friends. Elle révolutionne pas la manière de faire les sitcoms ou de même d'écrire les sitcoms. C'est juste qu'elle a été très bien faite au bon moment. Je crois que c'est juste ça. Oui, formellement, c'est vrai, c'est très classique, très tradi, ça suit un cahier des charges propre à toutes les sitcoms. Alors effectivement, il y a ce truc, comme tu le dis, de magie. Ça arrive de temps en temps, ça prend. Voilà, le truc prend, comme les séries médicales. Il y en a qui ne prennent pas, d'autres qui sont comme Grey's Anatomy, qui sont parmi les plus longues séries de l'histoire de la télévision, ou en tout cas des drames médicaux, comme Urgence à l'époque aussi, fait partie du top 3. Il y a aussi ce truc qu'en France, on avait encore moins d'offres sérielles qu'aux États-Unis dans les années 90. Donc, on regardait quasiment que des séries américaines, notamment les sitcoms. Il y avait le Cosby Show, Notre Belle Famille. Sur M6, il y avait quand même une grosse offre aussi, qui était des choses avec des familles, des groupes d'amis. Et je dirais que ce qui a peut-être la seule chose que Friends a révolutionné, c'est juste le fait que tout le monde a essayé de faire un successeur à Friends. Tout le monde, tu parlais de Big Bang Theory, tout le monde a essayé de recréer cette magie en prenant des ingrédients, en disant si on shake, ça va faire Friends, et ça tombe à plat. Beaucoup, et d'autres ont réussi. En fait, les créateurs, ils expliquent que Friends, le concept de base, c'est juste raconter cette période de votre vie où vos amis sont votre famille. Et donc, c'est ce concept-là, c'est peut-être. Alors, je ne dirais pas qu'ils l'ont inventé, parce qu'il y avait quand même d'autres séries avant. Je veux dire, Seinfeld, c'est quand même aussi un peu ça. Mais c'est un truc qu'ils ont vraiment, vraiment mis en valeur et que d'autres séries ont essayé de reproduire après, encore et encore, et même encore aujourd'hui d'ailleurs. Tu disais, Carla, il y a un côté série doudou, réconfort. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de revoir Friends parfois, alors que tu l'as déjà vu, que tu la connais? Qu'est-ce qui t'attire dans ce côté réconfort? En fait, c'est une série où, vu qu'elle est très longue et qu'on voit évoluer les personnages, il y a un peu ce côté ancrage émotionnel. C'est-à-dire que il y a certains épisodes qui nous provoquent des émotions, et le fait de se replonger dedans, on revit un peu ces émotions et on revoit évoluer des personnages. On a l'impression de retrouver une bande d'amis qu'on a un peu laissée. Et pour l'anecdote, moi personnellement, la série, elle a tellement eu un impact émotionnel sur moi que j'ai jamais réussi à regarder le dernier épisode. Ah ouais? Parce que j'avais pas. Alors, on me l'a spoilé, je sais comment ça se termine, mais mentalement, je n'ai pas réussi à le regarder parce que pour moi, si je le regarde, ça veut dire que la série elle est terminée et j'ai pas envie que ça se termine. Tu veux croire que voilà, moi j'ai envie que la série, j'ai envie de toujours croire que la série est éternelle. Donc voilà, il y a un peu ce côté. Et je me dis que pour les gens qui ont grandi aussi avec la série, il y a un peu ce côté de nostalgie, de vouloir se replonger dans une époque que moi je n'ai pas connue, mais que j'ai pu découvrir du coup grâce
Mais qui du coup a ce statut de série culte. On l'a encore mesuré récemment avec la mort de Matthew Perry, qui a incarné donc Chandler dans la série, qui était l'un des 6 acteurs principaux. Pluie d'hommages, d'anonymes, de célébrités. On a presque l'impression que des gens perdaient un membre de leur famille en fait, non? Quand Ah il est mort. oui, il y a eu des hommages, à la fois du monde du cinéma, mais aussi du monde de la musique. Il y a eu même des hommages politiques avec, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui avait côtoyé, Matthew Perry, à l'école et c'est à l'image de l'impact et de la portée du personnage de Chandler, où cette mort, elle a été hyper soudaine et tragique, parce qu'on l'identifiait un peu à ce personnage de blagueur, drôle et c'est vrai de savoir que derrière ça, il souffrait d'addiction. C'était encore plus émouvant en fait. Cette perte et puis surtout je pense que c'était aussi moi personnellement c'était un de mes persos préférés de la série et je pense que c'était le cas de beaucoup de Ouais. gens donc c'est vrai que cette mort elle a ému tout le monde en fait. Et ça a aussi coupé court on va dire aux espoirs quelque part de beaucoup de gens espéraient encore peut-être qu'il y aurait un film un jour ou il y a eu les retrouvailles de Friends. Alors, pour le film, ils ont toujours dit non. Ouais. Il y a eu des fausses rumeurs, donc internet aidant, il y a eu beaucoup de faux trucs qui ont circulé. Il y a pu y avoir parfois Jennifer Aniston qui a dit un mot sur un plateau de télé en disant bah, on aimerait bien, pourquoi pas, mais en fait, Le il n'y a fameux jamais vraiment avec eu la de bonne truc. histoire qui est toujours Exactement, mais en fait, même pas parce que aucun n'a vraiment eu envie de le faire et les créateurs ont toujours dit que eux ne le feraient absolument jamais parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour eux, Friends, c'est l'histoire de les amis sont votre famille. Or, à la fin de Friends, ils ont tous leur propre famille, et donc ils sont sortis de cette période-là. Donc, refaire une suite, c'est pas faire Friends, c'est faire un autre Oui. truc. Ce sera un autre concept. C'est une série qui est aussi un peu critiquée, Friends, aujourd'hui, si on la regarde concrètement. Certes, elle a ce côté de série culte, mais pour quelqu'un qui, comme moi, par exemple, l'aurait pas vue, c'est le marqueur d'une époque. Non, on aura ça aussi, une époque où la télé était moins diversifiée, Alors Jack, elle moins l'est pas ouverte. beaucoup aujourd'hui, vous imaginez les années 90, c'est une série blanche, de bourgeois blancs à New York, hétérosexuels pour les personnages principaux en Ouais. tout cas. Alors Phoebe, je crois que, je sais pas si elle se dit bisexuelle, mais on comprend qu'elle a eu des aventures amoureuses avec des femmes. Bon, n'empêche dans la série, on la voit pas avec des femmes, on la voit avec des hommes. C'est une série qui est vraiment ancrée dans son époque à ce niveau-là. Sur la famille, ce qui est intéressant, ce que vous disiez, c'est que c'est une série qui, justement, à la fin, donc la porte se ferme et comme tu le disais, c'est des gens qui fondent leur propre famille. Et moi, je trouve ça hyper problématique en fait. Pourquoi l'amitié devrait être qu'un sas avant la vie d'adulte, enfin, je veux dire la Ouais. vie d'adulte ou quoi. Mm. En fait, moi, mes amis sont ma famille et je suis leur famille. Donc, ce message, je pense qu'aujourd'hui aussi, il est un petit peu daté de, je sais pas, de devoir se dire adieu dès qu'on fait des enfants, si on en fait, ou dès qu'on se met en couple. En revanche, sur les problèmes de grossophobie, parce qu'alors avec Fat Monica, quand même, donc Monica, les flashbacks où ado, elle était très grosse. Ouais. On a un nombre de vannes grossophobes hallucinantes. Il y a des vannes lesbophobes sur l'ex de Ross, l'ex-femme de Ross, la mère de son enfant. Enfin, c'est assez catastrophique. ce Mais qui est comme Sex and the City peut l'être aussi. Ce qui est flagrant, c'est un rapport à l'homosexualité qui est complètement daté. C'est ça qui est rigolo. Enfin, qui est rigolo, je sais pas si c'est rigolo, mais c'est ça qui est très C'est surprenant frappant, à revoir aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de blagues sur ah, mais en fait, t'es gay. Sur tu danses, donc ah bah maintenant t'es devenu gay. Oui, avec Joey et Chandler Avec notamment. ouais. Joey et Chandler. Et donc, en permanence, ils se font des vannes comme si, évidemment, être gay, c'était un problème. Et donc, du coup, c'est très gênant à regarder aujourd'hui. Il peut y avoir ça. C'est vrai que nous, on arrive à passer par-dessus parce qu'on a grandi avec et que, bon, moi, j'y prête pas attention spécialement, mais je peux comprendre que ça puisse choquer. Quand on revoit ça, on se dit, c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas Friends peut être Justement, je voudrais avoir ton point de vue là-dessus, Carla, parce que toi, tu l'as vu donc après, tu n'avais pas Ouais. du tout ce côté culte qui Ah peut non, moi, pas oblitérer du parfois tout, un peu le du jugement. coup, j'avais une lecture un peu plus moderne de la série et c'est vrai que moi, pour le coup, ce qui m'a le plus marqué, c'est tout le côté grossophobe que tu disais, dont tu parlais, Nora, sur ce running gag autour du poids de Monica qui, moi, vraiment m'a interpellée et je me suis dit: «OK, alors ça, aujourd'hui, ça passerait Ouais. plus du tout» et c'est vrai que ça m'a pas mal interpellée, ouais. Ça fait partie quand même donc de l'ADN de cette série qui, malgré tout, effectivement, reste culte. Est-ce que c'est regardable quand même, j'ai envie de dire? Oui, Tout mais simplement, Mmh. avec l'œil qu'on a aujourd'hui, est-ce que ça reste quand même une série qui se Oui, regarde parce que bien sans se dire c'est aussi que- une série qui a été progressiste. Elle n'a pas été que quoi. C'est pas une série conservatrice. C'est Ouais. une série dans son époque, mais c'est pas une série conservatrice. C'est une série aussi qui a fait un mariage lesbien dès la première saison, qui a pas hésité à y aller à une époque où c'était pas du tout dans les mœurs. Mhm. C'est une série qui ne se pose pas spécialement. Alors tous les personnages sont blancs et c'est un problème de diversité, mais c'est une série qui ne pose pas de questions sur la couleur de peau. Finalement, les gens sont Ross sort avec une fille asiatique américaine ou avec des Afro-Américains, etc. Ils se posent pas tellement les questions. Ça existe aussi, ça, dans Friends. On peut pas limiter Friends en disant c'est une série conservatrice, ce serait pas vrai.
Une dernière question d'un point de vue purement plateforme. Aujourd'hui, Friends est sur Netflix. Netflix a dépensé 100 millions en 2018 pour acquérir les droits de diffusion. C'est dire à quel point Friends peut être un vecteur d'abonnement. Ça va peut-être pas être le cas encore très longtemps, puisque donc il y a Max, HBO Max, qui va se lancer en France là, avant l'été. Plateforme de Warner Bros, qui est le producteur original de la série, donc qui a les droits de Friends, qui les a vendus donc à Netflix pour une période de temps dont on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Est-ce que ça peut être aujourd'hui encore un vecteur d'abonnement? Max va se lancer. Est-ce qu'ils peuvent se dire, tiens, Friends, on récupère Friends, ça va faire venir des gens encore aujourd'hui? Pas seulement Friends, c'est-à-dire qu'on peut pas juste se dire parce qu'il y a Friends, je vais m'abonner. Par exemple, OCS, qui avait tout le catalogue HBO, tout le back catalogue, qui était énormissime. Et vraiment, il y avait des séries que même moi, je les connaissais pas, alors que c'est quand même ma spécialité, quoi. Je pense que oui, OCS, des gens se sont abonnés parce qu'il y avait un énorme catalogue HBO, mais parce qu'il y avait pas juste, ils n'ont pas juste mis Oz ou The Wire, quoi. En revanche, si vous comptez juste sur Friends pour faire venir les gens, il faut peut-être changer de modèle ou peut-être réfléchir à autre chose. Je pense que la raison pour laquelle Netflix a, pendant le confinement, engrangé des millions de vues avec plein de séries comme ça, c'est ce que tu disais, séries doudou, des gens qui se disent c'est le moment ou jamais de découvrir une série qui fait quand même 10 saisons, mais t'as pas payé pour aller voir Friends sur Netflix. Le hasard fait que tu avais ce catalogue-là. Donc non, je pense que c'est pas une stratégie juste sur ça. En revanche, on sait qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre notamment. Il y a deux nerfs de la guerre, c'est ce qu'on appelle les licences intellectuelles en ce moment aux États-Unis. Donc c'est vraiment miser sur des choses avec des concepts et avec qu'on peut décliner, des spin-offs, des prequels, des machins, des franchises. Et en plus d'avoir des séries, des piliers en fait, des séries doudou, des séries que tout le monde va regarder. Moi, quand je tombe sur des épisodes sur la TNT, alors on en a partout, Kaamelott, Malcolm, Friends et tout, Urgence, Buffy, je reste. Et là, en fait, on tombe pas dessus. En revanche, il faut aller chercher le catalogue, il faut aller un peu diguer, comme on dit. Mais c'est toujours une bonne stratégie d'avoir ces séries-là. Si elles sont plus là, c'est un problème quand même. Enfin, pour Netflix, le jour où Friends va quitter Netflix en France, parce que donc Friends a déjà quand même quitté Netflix aux États-Unis, il faut le dire. En France, ça va être un problème. Je sais que sur mon Netflix personnel, il y a toujours Friends qui tourne tout le temps. Il y a toujours un épisode en cours, une saison en cours. Je regarde toujours Friends d'un moment à un autre de la journée, et il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Et le jour où ça va disparaître, ça deviendra quand même aussi un problème. Mais tu as raison, les gens s'abonnent pas que pour Friends, forcément. Ce débat touche à sa fin, parce que comme un épisode de Friends, cette émission dure 26 minutes et non pas 52 malheureusement. Juste un mot, Charles, parce que je voulais en parler. Leur série première, il est donc en kiosque. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans, en plus de ce qu'on a dit dans cette émission? Alors, dedans, on a eu une interview des créateurs, donc Martha Kaufman, David Crane et Kevin Bright, qui nous ont accordé gentiment de leur temps pour revenir sur toute la série. Ils parlent de tout, des secrets de tournage, de l'accueil, de l'époque, etc. Vraiment, c'est une très longue interview que je vous invite à découvrir. Il y a une interview de Maggie Wheeler également, donc on a retrouvé Janice, la fameuse Janice. My God. Une référence que j'avais, une des rares que j'avais. Égale à elle-même, formidable Janice. Voilà, il y a tout un dossier sur tous les secrets de la série, de la production. Et puis après, on revient sur Joey, le spin-off raté. On revient sur pas mal de petits détails également dont on n'a pas pu parler aujourd'hui, mais plein de choses. Il y a beaucoup de making-of sur les coulisses notamment. Exactement, il y a beaucoup de coulisses. Il y a des posters. Il y a un poster. C'est quoi les posters? À l'ancienne. Comme dans ma chambre. Il y a les Friends à cheval notamment. Trop bien. Oh là là, j'adore cette photo. Voilà, je vous Très grand cheval, très dans la chambre. Avec les coupes de cheveux très de l'époque. Mais moi, mais quelle fille n'a pas voulu avoir la coupe, la fameuse Rachel, la fameuse coupe, c'est pareil. Iconique aussi, silhouette iconique. Donc on apprend dans le magazine que Jennifer Aniston détestait. Mais bien sûr. Jennifer Aniston a très vite demandé à changer de coupe, elle trouvait ça insupportable. Donc voilà. C'est donc à lire dans le hors-série première qui est en kiosque en ce moment. Il nous reste quand même une toute dernière séquence avant de vous laisser. C'est dans nos séries de la semaine, un peu spécial, vous allez voir. Un peu spécial parce qu'on va rester dans le thème Friends pour nos recos, parce que je vous ai demandé à tous les trois en amont, quelle est la meilleure série héritière de Friends selon vous? On va faire un petit tour de table rapide, vous allez devoir me convaincre de regarder une série qui n'est pas Friends, mais qui est dans l'esprit de Friends. Allez, je commence avec... Allez, Nora. Ok, waouh. Meilleure, je sais pas. En tout cas, avec des gens un peu plus jeunes, mais que j'ai vu à la même époque, c'était That 70's Show. That 70's Show, on suit une bande de lycéens et lycéennes, des amis, autour d'un couple emblématique, Donna et Eric. Donc on retrouve aussi ce code de la sitcom d'amitié avec un couple emblématique. Est-ce qu'ils vont will they, won't they? Ils vont y aller, ils vont pas y aller. Et là, la différence, c'est qu'ils vivent chez leurs parents, c'est des lycéens. Donc il y a le lieu principal il y a plusieurs lieux. Il y a d'abord la maison des parents de Eric, qui sont des personnages à part entière, qui sont hyper...
qui sont incroyables quand même, vraiment. Et puis c'est les années 70, donc on n'est pas non plus dans Friends années 90, donc on remonte dans le temps avec des jeunes, et moi j'ai pas connu les 70s, même si je suis plus âgée que Carla par exemple, mais donc il y a un côté aussi rigolo quand on n'a pas vécu cette époque, parce que c'est pas une série qui s'adresse aux gens qui ont grandi dans les 70s, hein, pas spécialement. Donc on a la maison et on a surtout le sous-sol qui est aménagé, où cette bande d'amis se retrouve pour fumer des gros joints, il faut le dire à un moment donné, voilà, pour fumer des joints, c'est les 70s, ils ne seront pas de def en orange fluo, et il faut un cercle, et donc il y a régulièrement cette séquence où la caméra s'arrête sur chaque personne, plus ou moins fonce-dé, qui dit plus ou moins de bêtises, et il y a Ashton Kutcher, Mila Kunis aussi, que moi j'ai découvert dans cette série, pareil, qui est un des couples emblématiques de la série. Il y a Fez, qui a un côté un peu Chandler, un peu décalé. Enfin, évidemment, comme d'habitude, il y a des stéréotypes auxquels on peut s'identifier, avec des unités de lieu très très identifiables, avec des personnages un peu caricaturaux. Alors contrairement à Friends, il me semble qu'il n'y a pas autant de guests, parce qu'on n'a pas parlé des guests dans Friends, mais les caméos incroyables quand même. Il y en a très peu dans les 70 shows. Il y a très très peu de gens connus qui viennent, mais moi c'est une série que j'ai regardée à peu près à la même époque, et qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais adoré. J'avais détesté l'espèce de spin-off récent qui est catastrophique. That 90s Show. Que j'ai trouvé. C'est vraiment un accident industriel, vraiment. Comme quoi, faut arrêter de nous faire des remakes et des reboots et des trucs. En plus, ça revient. Il y a une qui arrive. Mais on a des reboots de Charmed. Enfin bon, stop. Les vieux pots, les confitures, ça marche pas à chaque fois. Allons voir. Donc, en tout cas, 70 Show, c'est des gens qui sont bien plus jeunes, mais il y a ce côté aussi bande qui est très appréciable. Première alternative donc à Friends. Pour ceux qui auraient déjà vu Friends en long, en large, en travers, ça fait aussi quelque chose peut-être à regarder de nouveau. Et c'est très drôle, pardon. C'est très très drôle. C'est très drôle. Allez, une deuxième. Je vais me tourner vers Charles parce que je sais qu'il va me donner l'évidence de l'évidence, mais je voudrais qu'il argumente là-dessus. Moi, je vais pas aller bien loin. Moi, je suis un énorme fan de How I Met Your Mother. Je trouve cette série formidable. Alors, c'est franchement un copier-coller de Friends. Hein. Je suis pas du tout naïf là-dessus. D'autant plus, alors c'est pareil, je fais beaucoup d'intégrales de How I Met Your Mother régulièrement dans ma vie. Même la fin. J'adore la fin. Je suis un fervent défenseur de la fin de How I Met Your Mother. Je sais qu'il y a même des intrigues entières qui sont copiées. Des fois, j'hallucine, j'ouvre des yeux ronds, je me dis quand même, ils ont osé quoi. Ils ont copié des intrigues entières, mais les personnages sont tellement bien écrits, c'est très très drôle. Il y a pour le coup une inventivité dans la mise en scène, faite de flashbacks permanents qu'on retrouve jamais nulle part, qui est vraiment vraiment spécial. Et c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Donc Friends raconte ce moment de votre vie où vos amis sont votre famille. Eux, ils vont un peu plus loin que ça. Ils osent à la fin dépasser ce stade-là et montrer avec une sincérité qui est quand même franchement évidente ce que c'est que de plus avoir ces amis-là, de devenir une famille, de se perdre un peu de vue, etc. C'est extrêmement bien écrit. Moi, c'est une série qui me touche beaucoup et que je trouve extrêmement bien faite encore aujourd'hui. C'est un beau plaidoyer donc, pour How I Met Your Mother. Peut-être l'héritière la plus évidente, mais peut-être pas la plus appréciée non plus. C'est vrai que c'est une série qui fait encore des clivages aujourd'hui. Mais Charles est un défenseur. Et je vais terminer avec Carla. Carla, c'est quoi pour toi l'héritière de Friends aujourd'hui ? Alors, moi de base, j'aurais choisi How I Met aussi, mais j'en ai choisi une autre qui pour moi est aussi très bien parce qu'elle est aussi très fidèle à Friends, mais en étant un peu différente. C'est New Girl. Parce qu'on retrouve cette idée de suivre une bande de potes qui, pour le coup, est aussi un peu plus jeune, je crois le même âge, mais ça se passe dans les années 2010, donc c'est un peu plus récent. Et en fait, on retrouve dès le départ des similarités avec Friends dans l'intrigue, parce que donc on suit une jeune femme qui s'appelle Jessica et qui en fait apprend que son copain la trompe et du coup décide de plaquer un peu toute sa vie pour aller emménager dans une coloc avec 3 hommes. Et donc là, ça rappelle pour tous les fans de Friends un peu le début de la série avec Rachel qui quitte son mariage et qui se retrouve à côtoyer la bande de Friends. Et du coup, déjà, il y a des similarités dans l'intrigue. Il y a aussi des similarités en termes de lieux. On parlait des QG tout à l'heure. Dans Friends, ils ont le Central Perks. Dans New Girl, ils ont The Griffin, qui est en fait un bar où ils se retrouvent, où ils discutent, etc. Et on retrouve aussi des similarités dans les personnages, ce qui permet aussi ce système d'identification. Il y a le personnage de Schmidt qui ressemble un peu à Monica. On a aussi le personnage de Nick qui ressemble un peu à Chandler sur le côté humoristique, qui sert de l'humour comme mécanisme un peu de défense. Et je pense que du coup, les gens qui sont un peu nostalgiques de Friends, mais qui ont envie de découvrir autre chose dans une autre époque, je pense que New Girl, c'est une bonne alternative. Avec Zoé Deschanel, qui est quand même exceptionnelle et qui porte la série pendant au moins les 5 premières saisons, tout tourne autour d'elle. Voilà, 3 alternatives
alternative. Si vous avez déjà vu Friends, si vous avez la flemme de regarder Friends, c'est valable aussi. Voilà, vous pouvez trouver votre bonheur partout. C'est l'avantage avec les séries, il y a de quoi faire. Merci à tous les trois, Carla, Charles, Laura. Peut-être que grâce à vous, le plateau d'épisode suivant sera un jour aussi culte que le canapé de On l'espère. Peut-être qu'on va faire ça dans un canapé. Un canapé, Ça voilà. va être pas mal. Voilà, Demandez à avec un la canapé. productrice si on peut éventuellement changer le décor. Peut-être pas les murs violets par contre. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir évidemment l'émission en replay si vous l'avez raté, en podcast partout sur YouTube. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.